Bien, merci beaucoup. On va maintenant aller dans l'utérus, si M. Fernandez veut bien nous inviter dans l'utérus pour faire la synthèse de cette chirurgie compliquée. On va dans une chirurgie radicale. Bien, merci, c'est toujours avec plaisir de se retrouver parmi vous de façon à échanger. Et donc là, on est sur un territoire un peu paradoxalement novateur, parce que l'adénomiose, on connaît tous, et globalement, le traitement classique de l'adénomiose, c'est l'hystérectomie, et puis c'est fini parce que c'est une pathologie de fin de vie. Bien sûr, compte tenu du temps imparti, je ne vais pas pouvoir parler de toute l'adénomiose et on se focaliser sûrement sur le traitement, mais comme on le sous-entend actuellement, c'est une pathologie beaucoup plus fréquente qu'on croit, et les progrès en fait des possibilités de diagnostic nous ont permis en fait de voir que l'incidence de la pathologie est beaucoup plus importante. Globalement, c'est une anomalie de l'interface entre l'endomètre et le myomètre, et cette anomalie, en fait, se développe dans ce qu'on définit maintenant comme l'archimyomètre, c'est-à-dire, en gros, l'infiltration de la paroi myométriale par de l'endomètre. Globalement, sur ces premières photos que vous voyez pour le diagnostic, eh bien, on va beaucoup utiliser l'écho 3D, l'écho 3D exclusif ou associé avec une sonographie si on injecte un peu de sérum. Mais en tout cas, ces tubes coronales nous permettent d'avoir une visualisation beaucoup plus importante. Et le fait de généraliser en écho gynécologique l'écho 3D fait que là aussi, la découverte de l'adénomiose en pathologie unique ou en pathologie associée devient beaucoup plus fréquente. Ce qui amène donc à une prévalence importante en sachant que dans la majorité des cas, c'est une forme asymptomatique que l'on va découvrir. Et on est sur un parallèle tout à fait important à une autre pathologie fréquente qu'on sera amené peut-être à discuter à une autre session qui est le fibrome. C'est là aussi, est-ce que c'est de la maladie ou pas de la maladie? Parce que 3 fois sur 4, c'est asymptomatique, et quand c'est asymptomatique, il ne faut sûrement pas traiter. Ce qui explique que dans la littérature, la prévalence oscille de 5 à 70%. Et plus on va vers des séries récentes, où on a utilisé les moyens diagnostiques récents avec les nouvelles techniques d'écho 3D, eh bien vous voyez augmenter le nombre d'adénomioses, parce qu'on a maintenant des sondes dans nos mains qui nous permettent de dire, bah, tiens, il y a de l'adénomiose. Maintenant, faut-il le dire? Bien sûr, on est obligé de faire un compte-rendu, mais maintenant, est-ce que ça doit amener à une prise en charge? Probablement pas. On estime donc en incidence moyenne aux alentours de 20%, mais là aussi, quand on est amené à faire une hystérectomie, quelle que soit la raison, et qu'on demande à nos collègues anatomopathologistes, est-ce qu'au lieu de faire les 5 coupes habituelles, tu en fais 20, et bien là, on passe d'une incidence de l'adénomiose de 20 à 80%, donc on ne trouve que ce qu'on cherche. La FIGO, qui est notre fédération internationale de gynécologie, en 2011, a défini sur l'abord de la pathologie de saignement, qui est une des premières causes, qui est même la première cause de consultation de la femme au-delà de 35 ans, une nouvelle classification qui ne sera pas traduite en français parce que c'est un acronyme anglo-saxon qui s'appelle PAM-COEL, entre les pathologies organiques et les pathologies non organiques, et on voit que bien sûr l'adénomiose est un des 4 piliers des pathologies organiques des pathologies utérines féminines. Alors les définitions histologiques, vous avez vu ce dessin puisque Charles vous l'a montré, mais on l'utilise tous, c'est l'infiltration plus ou moins importante du myomètre, en sachant qu'il y a bien sûr 2 situations. Est-ce que cette infiltration vient d'une endométriose péritonéale qui va infiltrer l'utérus, ou est-ce que, deuxième situation, est-ce que c'est l'endomètre qui va infiltrer par l'intérieur le myomètre? Probablement 2 situations différentes. La première est peut-être l'adénomiose symptomatique de la femme plus jeune, on va dire de moins de 40 ans, et l'autre c'est la pathologie qu'on connaît le mieux jusqu'à maintenant de la femme de plus de 40 ans, où là c'est peut-être l'inverse, et c'est à partir du dedans vers le dehors que se fait la propagation des lésions. Donc définition purement histologique, avec l'hypertrophie du myomètre, on va en rediscuter.
Donc sur le diagnostic, je vous ai dit qu'on fait l'écho. L'écho a fait des progrès. L'alternative, c'est l'IRM, et c'est un problème de coût, de disponibilité, d'interprétation. On voit très bien sur ces images l'importance des kystes adénomyosiques, et vous verrez tout à l'heure en termes de thérapeutique conservateur pourquoi c'est important d'en faire correctement le diagnostic. On a d'autres images en écho, on voit un élargissement de cet aspect un peu en peigne, et d'autres lésions de kystes adénomyosiques que l'on voit parfaitement sur des utérus mal formés dans le cas particulier, et puis ces hypertrophies qui attirent en fait vers la corne le myomètre. La zone de jonction, c'est un élément tout à fait important qui est au mieux vu en coupe coronale et qui est en fait l'élément déterminant sûrement du diagnostic de ces adénomioses, c'est-à-dire qu'il faut voir vraiment la pénétration de cette zone de jonction par l'endomètre vers le myomètre. Donc on peut tout à fait varier, et vous voyez sur ces images que vous appelez l'écho-sono pour essayer d'améliorer et de voir la rigidité des parois que l'on observe dans cette pathologie. En IRM, on a des sémiologies à peu près similaires. Bien sûr, on différencie toujours les adénomioses superficielles et les adénomioses profondes. Le seuil est à peu près aux alentours de 12 mm, avec des signes directs qui sont l'épaississement de la zone de jonction entre endomètre et myomètre, et des signes directs qui sont des lésions hyper intenses vues sur le myomètre, avec là l'élargissement, dans le cas particulier antérieur, des aspects de kyste, des aspects d'hétérogénéité du myomètre. Donc tout ça pour en arriver au traitement. Le traitement, donc classiquement, on va dire, c'est l'hystérectomie. Sauf que l'évolution sociétale qui fait que des femmes de plus en plus âgées veulent conserver leur utérus, ça ne veut pas dire qu'elles viennent vous consulter pour avoir un enfant. Mais à la question, souhaitez-vous garder votre utérus pour avoir un enfant, ben des femmes de 40, 42, 45 ans vous disent oui. Nous ne sommes pas là pour dire si c'est bien ou pas d'avoir un enfant à 45 ans. Là, vous avez le droit d'avoir votre idée, ok. On a le droit de leur dire que quand on a une grossesse après 40 ans, le risque de mortalité est multiplié par 10, mais il n'empêche qu'on a les moyens, probablement médicaux et chirurgicaux, pour leur conserver une cavité potentiellement propre à avoir une grossesse. Ce d'autant que se développe dans le même temps cette évolution sociétale où on va conserver des ovocytes beaucoup plus tôt chez les patients. Donc on va être confronté à cette maladie adénomyosique utérine avec des ovocytes de femmes qui avaient 25 ans ou 30 ans quand elles les ont donnés. Donc qu'est-ce qu'on va faire de l'un avec l'autre? Donc se pose maintenant le problème des alternatives à la chirurgie, soit médicale, on est au tout début de ce qu'on peut proposer sur les traitements médicaux, voire chirurgicaux, et on va voir qu'est-ce qu'on peut proposer chez ces patients. Alors le traitement radical, c'est l'hystérectomie, je reviens pas, vous choisissez votre voie célioscopique ou vaginale, peu importe, on essaie d'éviter dans ces indications la laparotomie autant que faire se peut, mais ça c'est un problème général dans notre spécialité. Alors, première situation, vous avez vu tout à l'heure, le kyste qui est associé dans certaines épaisseurs du myomètre. Ces kystes, en général, sont douloureux parce que vous avez une tension par le liquide dans les kystes et il faut le traiter. Alors, comment doit-on le traiter? On peut le traiter de deux façons. Soit par voie hystéroscopique, sous contrôle échographique, on a gonflé la vessie avec du sérum, on a une sonde abdominale et on va aborder ce kyste avec une perforation que l'on va utiliser avec des petites sondes bipolaires sous contrôle écho et on va dans la direction du kyste. Donc là, je vais vous faire un peu progresser le film. Donc on y va tout doucement. L'opérateur a un regard sur aussi bien son écran d'hystéroscopie que son écran d'échographie. Et à un moment donné, vous allez voir, on va avoir l'impression que l'on perfore l'utérus, mais pas du tout. On va rentrer dans une cavité utérine, dans une cavité kystique, pardon. Voilà, hop. Et donc là, on se trouve sur un kyste qui peut faire 1 cm, 2 cm, 3 cm, peu importe. L'intérêt de cette sonde là, que vous voyez, c'est une sonde bipolaire. Et là, on va utiliser le processus qu'on appelle de dessiccation. C'est-à-dire on va totalement déshydrater toute la paroi du kyste. C'est un peu long, c'est un peu comme le plasma tout à l'heure que vous avez vu pour le kyste, où on va traiter tout le kyste avec le plasma, mais là on va traiter avec de l'énergie bipolaire, et avec cette énergie bipolaire, en fait, on va créer une synéchie de cette poche kystique qui va complètement s'accoler et disparaître,
et surtout ne pas se reproduire. Et actuellement, enfin dans le cas particulier de cette patiente dont vous voyez l'intervention, eh bien elle a été enceinte quelques semaines plus tard sur un kyste qui était à 1 mm de la cérvix. Donc le contrôle échographique péropératoire est tout à fait important et utile pour se développer. Donc je vous ai dit plusieurs voies d'abord possibles pour ces kystes, là vous voyez tels qu'ils sont. Là c'est une pièce d'hystérectomie, mais simplement pour vous montrer ces kystes. Et la distance que l'on peut perforer sous contrôle écho peut être de 2, 3, 4 cm. Il suffit de prendre son temps, mais on a une visualisation parfaite pour pénétrer là où il faut. Deuxième situation, c'est un film qui a été fait par un de mes collègues, parce qu'il était à disposition. C'est les situations où vous avez le kyste, toujours pareil, situation fréquente, et là qu'on va aborder par voie célioscopique. C'est plus facile de l'opérer que de faire avancer. Hop. Voilà. Donc, là, c'est des patients qui ont fait souvent dans ces kystes, ce sont ce qu'on appelle des kystes juvéniles d'adénomiose. C'est des jeunes femmes qui ont 18, 20 ans, 22 ans. On voit une déformation, elles consultent pour des douleurs. L'imagerie est en général assez typique de kyste adénomiosique. Et l'on va, là, dans le cas particulier, ce qui a été utilisé, c'était l'énergie plasma, pour disséquer le kyste adénomiosique, donc par voie célioscopique. Je vais avancer un petit peu le film. Donc on sort petit à petit le kyste. Alors, il va y avoir une nouvelle génération de plasma où on aura une meilleure coagulation. Et ça sera sûrement important pour cette chirurgie où on va dans le myomètre par rapport aux dissections que vous avez vues tout à l'heure pour l'adénomie. Bon, une fois qu'on a retiré le kyste, ensuite on suture comme d'habitude et surtout on n'oublie pas de mettre un produit anti-adhérentiel parce que ce genre de chirurgie peut générer ce genre de choses, surtout que c'est des femmes jeunes qui ultérieurement, et c'est souvent 5-10 ans voire plus après qu'elles auront des grossesses. Troisième situation de traitement conservateur qui est apparue, c'est la métrectomie. Alors ça c'était très étonnant parce que j'ai connu cette chirurgie quand j'ai débuté mon internat, donc quelques années maintenant. J'ai eu le plaisir d'avoir Philippe Montupet quand j'étais externe, donc vous voyez, ça ne rajeunit pas. Et la métrectomie a été remise au goût du jour par un japonais, Osada, qui dans des situations où on a essayé tous les traitements conservateurs, médicaux en particulier, je vais revenir après dessus, eh bien a dit, eh bien on va essayer de désépaissir ces utérus qui sont énormes, qui arrivent à l'ombilic, on arrive à rien faire. Donc là je vais vous montrer un film qu'on a fait avec l'équipe de Lille. J'étais allé opérer là-bas pour montrer l'expérience des anciens dans ce genre de circonstances. Vous voyez un gros utérus, adénomiosique. Donc là, on est en laparotomie, parce que là, franchement, il n'y a pas le choix. Donc on fait la technique du tourniquet, ça évite que ça saigne trop. Vous prenez une sonde urinaire à lasso, ce que vous voulez, autour des artères utérines. Vous avez perforé un tout petit peu le ligament large. Et donc on va inciser cet utérus. On coupe ça en deux. On va avancer un petit peu. On ouvre jusqu'à la cavité utérine et ensuite on incise dans l'autre sens. À la limite, c'est des chirurgies qu'on faisait à une certaine époque pour la malformation utérine, ça s'appelait Brett Palmer. C'était exactement les mêmes techniques, mais là c'était pour les cloisons utérines. Et une fois qu'on a ouvert en gros jusqu'à l'isthme, on va tout simplement désépaissir le myomètre. Alors, vous voyez, l'intérêt du tourniquet, c'est que c'est quand même globalement assez exsangue, alors qu'on est gentiment en train de couper dedans. Hop. On avance un peu. On fait ça devant, derrière. Alors là, c'est une chirurgie sur mesure, hein, puisque tous les utérus ne sont pas pareils. Quelquefois, on va couper plus en arrière, plus en avant. Puis comme le jeu de la cocotte, eh bien, on a ouvert dans un sens et on ferme dans l'autre. Par des points séparés, c'est plus simple. On laisse en général un produit anti-adhérentiel dans la cavité utérine. Hop. On va le refermer petit à petit. C'est pas hyper passionnant comme chirurgie. Bon, voilà. Ça fait des nœuds, beaucoup de nœuds.
seuil est extramuqueux. On vous met le produit anti-adhérentiel dans la cavité avant de refermer complètement. On lève le tourniquet pour être certain que ça ne saigne pas. Voilà. Et là, dans le cas particulier, vous allez voir, il y a le produit anti-adhérentiel dedans. Donc toute la masse qui a été retirée, qui était de l'ordre de 350 grammes de myomètre pour ces patients. Ensuite, ultérieurement, bien sûr, à 3 mois, on fait une hystéroscopie de contrôle pour être certain qu'il n'y ait pas de synéchie, et on fait une IRM de contrôle. Et ensuite, le temps de cicatrisation, c'est de l'ordre de 3 à 6 mois avant de discuter une prise en charge d'infertilité. L'embolisation, elle est très discutée dans la déloniose, donc globalement, vous oubliez. Les traitements médicaux, il faut savoir ce qui est au premier rang, et en particulier l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est essentiellement le Mirena, ce DU avec de la progestérone dedans, du lévonorgestrel, qui a une bonne efficacité. Et je vous rappelle que quand l'hystérométrie, la cavité utérine est trop grande, on va faire précéder la pose du Mirena par, j'ai quasiment terminé, par une injection d'agoniste qui va diminuer le volume de la cavité utérine. Et puis en Asie, ils utilisent beaucoup le même stérilène, le lévonorgestrel, ils mettent du danazol, qui est mais ça ne sera jamais commercialisé en Europe ou en Amérique du Nord pour des raisons de choix, avec des résultats qui semblent en tout cas au moins similaires. Alors les agonistes, on peut les utiliser. Les agonistes, on va mettre bien sûr la patiente en état de ménopause chimique, et on va utiliser l'adbac-thérapie, c'est-à-dire après le flare-up, c'est-à-dire la libération d'hormones par les agonistes, on va mettre des œstrogènes ou des œstroprogestatifs pour éviter les effets secondaires. Et ça, on peut traiter les patients de 3 mois, 6 mois, 1 an pour avoir une diminution et être en attente, éventuellement en attente de reproduction ou en attente de chirurgie, car ça peut aider. L'avenir est probablement l'utilisation d'autres médicaments, et en particulier les SPRM. L'histoire des SPRM a commencé il y a plus de 30 ans avec le RU 486 pour des raisons purement politiques liées à un choix de la FDA compte tenu de son aspect de contre-injection. Il a été interdit en termes de recherche. Et puis maintenant, il y a d'autres SPRM qui se sont développés en Europe par des startups. Celui qui est actuellement utilisé, c'est l'acétate du lipristane. Il va y avoir le Vilaprisan qui est un autre qui va arriver. Et là, on vient dans mon service de terminer un essai thérapeutique, mais je n'aurai les réponses qu'en 2018. Donc j'aurai le plaisir de venir vous en parler. Mais là, on est un petit peu dans les nouveautés de ce que vont représenter les prises en charge médicales de la démo. Donc voilà, on ne traite que les patients symptomatiques qui ont un désir de grossesse. On essaye bien sûr de toujours avoir un traitement médical, et je pense que dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, il y aura plein de nouveautés des traitements médicaux. En attendant, vous avez vu quelques alternatives de chirurgie conservatrice que l'on peut faire chez ces patients qui ont un désir d'enfant. Merci. On va donner la parole tout de suite aux discutants avant de discuter. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je suis honoré de pouvoir introduire la discussion suite à la présentation du professeur Fernandez sur l'adénomiose. L'adénomiose, pathologie fascinante qui rajoute encore un niveau de complexité après toutes les présentations qui ont été faites jusque-là sur la prise en charge de l'endométriose quand elle est associée à l'adénomiose, et puis c'est une maladie fréquente, ça donne des saignements, des douleurs, d'infertilité. Et j'ai eu la chance, le privilège de faire mes études en France, et dans les bancs de l'université René Descartes, on m'a appris l'adénomiose. L'adénomiose comme une maladie qui est souvent associée à l'âge des femmes, qui est associée à la gestité, je veux dire plein d'enfants, ce qui va souvent avec l'âge des femmes. Et puis petit à petit, on découvre que c'est également une maladie qui est associée à l'endométriose, qui est une maladie qui rend fertile. Et donc, je me trouve à l'heure actuelle dans un grand problème existentiel qui est comment une même entité qui est l'adénomiose peut être à la fois associée à l'âge et la gestité, donc à beaucoup d'enfants, et en même temps à l'endométriose qui est une maladie qui rend infertile. Et donc ma question est
qui permettra peut-être d'introduire le débat. Est-ce qu'il y a différents types d'adénomioses et du coup, tous les traitements dépendront du type d'adénomiose qu'elle on a? J'ai envie de dire probablement. Et c'est un peu ce que j'ai un petit peu abordé rapidement, parce que c'était pas le but forcément de la session cet après-midi. Charles l'a très bien souligné, il y a vraiment l'adénomiose maladie associée à l'endométriose et qui est une entité qui est probablement différente sur la genèse que l'adénomiose de la femme multipare âgée de plus de 40 ans. C'est ce qu'on appelle dedans dehors pour celle de plus de 40 ans et puis dehors dedans pour celles beaucoup plus jeunes. Alors quel est le mécanisme au niveau d'une génomique ou autre chose? Mais ça, les travaux que vous faites à Cochin sont des éléments qui seront déterminants. Il y a des travaux qui sont faits ailleurs. Il y a sûrement des récepteurs particuliers. Et je pense que la meilleure connaissance de cette genèse génomique va sûrement nous amener dans les 5 ans, 10 ans qui viennent vers des thérapies ciblées qui vont nous permettre, hors chirurgie, d'avoir le traitement le plus efficace. Parce que l'accès chirurgical conservateur de la pathologie utérine me semble encore plus compliqué que l'accès, malgré toute la difficulté de la chirurgie d'endométriose. Mais l'utérus reste la cavité. Il faut absolument qu'on maintienne une cavité normale pour qu'il y ait une nidation. Et c'est ça qui va, je pense, être la difficulté, mais qui va être le grand challenge passionnant et intellectuel de ces 10 prochaines années. Mais donc moi je rebondis sur Charles et toi. Finalement, on pourrait concevoir, puisque même dans l'endométriose de la cloison recto-vaginale, on a bien dit qu'il y avait la théorie du sang et du cul-de-sac de Douglas, mais il y a des formes vraisemblablement embryologiques totalement différentes, puisqu'on a des nodules isolés sans aucune contamination avec la cavité péritonéale. Et je pense qu'au niveau du utérus, il peut y avoir le système, c'est-à-dire il y a des endométries, des adénomioses qui sont liées, comme tu l'as très bien dit, de dedans en dehors, mais il y a vraisemblablement des anomalies qu'on aura peut-être découvert grâce au génome, si tu veux, qui sont des adénomioses et donc des endométrioses qui sont d'origine entre guillemets congénitale et qu'on voit chez des filles très très jeunes. Non, vous ne pensez pas ça tous les deux ou pas? C'est certain qui ont... Attends, il faut qu'on donne le micro parce que c'est enregistré, je peux comprendre. On est au tout début, à mon avis, de la compréhension. C'est sûr qu'il y a plusieurs types d'adénomioses. Quand tu parles d'endométriose de la cloison recto-vaginale, moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la cloison recto-vaginale, c'est la fusion des deux feuillets à la fin de la vie embryonnaire qui sont en regard du 2/3 inférieur de la paroi vaginale postérieure. Et tous tes nodules sont quand même donc au niveau du tiers supérieur. Donc stricto sensu, moi je ne suis pas très d'accord avec ce terme de cloison recto-vaginale. Mais c'est vrai, tu as raison, il y a quand même des femmes, ce qui soulève le problème du diagnostic d'imagerie, qui ont des pelvis qui sont tout à fait normaux, avec un authentique nodule au niveau du torus, la racine des utérosacrés. Et ça, même si ce n'est pas la majorité, c'est sûrement pas la même physiopathologie que la régurgitation. Et je pense aussi qu'on a montré que ces différents types d'adénomiose, qu'on appelle l'adénomiose diffuse et focalisée, l'adénomiose diffuse est présente, finalement, que les femmes aient de l'endométriose ou pas, c'est chez 30% des femmes, et que l'adénomiose focalisée est en regard des nodules d'endométriose profonde et a peut-être la même physiopathologie que la régurgitation, puisque en face du nodule vésical ou en face du nodule rectal, tu as une adénomiose du mur antérieur ou du mur postérieur. Donc peut-être que là, la régurgitation joue, et pas du tout pour l'adénomiose diffuse qui part, comme l'a dit Hervé, de la zone de jonction. Merci Charles. En attendant vos questions, moi j'avais une question pour toi Hervé, merci pour ce très bel exposé. Il y a quelques publications sur les ultrasons focalisés qui commencent à voir le jour et à la CIFUD organisée par Charles à Singapour, il y a eu 2 communications asiatiques de très grande qualité. Tu as une idée, enfin on ne fait pas en France à ma connaissance, mais quel est ton avis? Là pour l'instant c'est le balbutiement, mais c'est sûrement intéressant pour les adénomioses focalisées. C'est testé sur le rectum actuellement, dans d'autres localisations. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? On est au balbutiement de la technique. Effectivement, faut le garder en tête. Actuellement, c'est cher, mais peu importe. Je veux dire, il faut bien que la recherche et la recherche en chirurgie se développent. Il faut attendre quelques résultats et quelques études un peu plus profondes. L'intérêt qu'on va avoir sûrement dans les prochaines mois ou années, c'est qu'on aura des ultrasons focalisés avec des sondes d'écho et pas sous IRM, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, mais qui va faciliter en fait toute la gestion et l'accès, je pense, et la disponibilité pour ce genre d'action. Il y en a peut-être qui ont des commentaires là-dessus. Non, on l'utilise dans des localisations qui ne sont pas celles de l'adénomiose, avec
Bon, c'est surtout l'équipe de Bordeaux, Cornelis, qui va venir d'ailleurs à Tenon et qui développe ça dans la pathologie induite, notamment dans les endométrioses pariétales post-césariennes. Mais je dirais que dans l'adénomiose, alors je rejoins un peu le commentaire de Charles, c'est celui de l'adénomiose focale, où peut-être il y a certainement une place. Après, il se pose le problème de l'adénomiose diffuse que tu as présenté. J'avoue que je suis toujours étonné par cette technique, même si Osada a présenté des résultats en termes de fertilité qui sont tout à fait étonnants. Et puis il y a cette entité qu'on appelle adénomiose sous-endométriale, qui est le début probablement de la forme diffuse de l'endométriose, où là, probablement, la détection de ces formes ultra précoces par l'imagerie permettrait alors d'utiliser des thérapeutiques médicamenteuses, non celles des SPRM. Merci Émile. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, il y a deux questions. Oui, une voie urologique dans ce concert gynécologique. Là, juste, j'ai été très impressionné par toutes les innovations techniques qui rendent cette chirurgie difficile, en particulier l'endométriose profonde. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris chez vous, c'est quelle est la fréquence de cette chirurgie? C'est-à-dire dans un service de gynécologie, est-ce que c'est hebdomadaire, mensuel? Combien on en fait par... est-ce que c'est une chirurgie fréquente? On a parlé, là je vais répondre pour les autres, mais je vais passer le micro. On va de plus en plus vers des centres experts. Donc c'est très difficile de dire en général combien. Ce qu'on peut dire, puisque Horace est là et qu'il a mené une étude qui s'appelle l'étude Freyens en faisant une enquête nationale, il y a eu 1000 résections. En 2015, il y a eu à peu près 1135 cas opérés sur une année en 2015 dans 54 établissements. Allant de chirurgie de l'endométriose rectale. Et je pense que bien sûr nous avons manqué une centaine de cas opérés par-ci par-là. Nous avons sans doute manqué une cinquantaine de cas d'occlusion opérés dans un service de chirurgie digestive où les patients étaient arrivés. Donc, je pense qu'on doit être autour de 1300 par an en France. Merci. Et juste une remarque. Ah, pardon. Je voulais compléter la réponse avant que vous repreniez la main sur l'urologie pure. Simplement pour dire que vous avez raison de poser cette question, parce que on a l'impression qu'il y a quand même une grande augmentation de l'incidence, alors qu'en fait il y a une augmentation du diagnostic et de la qualité du diagnostic. Et le deuxième point, c'est que dans toutes les publications, on arrive à une évidence dans les pays industrialisés, on est à 10 ans de retard dans le diagnostic, et en gros, les patients ont vu 3,3 gynécologues avant d'arriver au diagnostic d'endométriose. D'où les campagnes que vous avez vécues l'année dernière avec l'implication des people, des gens un petit peu célèbres qui ont mis le doigt sur l'endométriose. Donc il y a une méconnaissance des médecins et une méconnaissance des gynécologues. Je pense que tous les orateurs que vous avez vus aujourd'hui sont là pour lutter contre cela et essayer de faire en sorte que le diagnostic soit fait plus précocement. Après, évidemment qu'il y a des variations quand vous parlez à Charles Chaperon, à Mildara et Horace Roman, et un recrutement centralisé et focalisé, bien sûr. Je crois quand même qu'il faut mettre... moi je partage tout à fait qu'on fasse le diagnostic précocement, mais il y a quand même une espèce d'angoisse par contre. Je rejoins parce que si tu lis dans les magazines féminins qu'on met à parler d'endométriose, il y a des consultations de gynécologie à ce moment-là qui sont dramatiques et il y a des chirurgiens qui vont opérer. Alors vous avez bien compris, le message du jour, c'est qu'il faut les opérer à bon escient. Donc c'est pour ça que le danger il est là. Parce que c'est vrai que dans les magazines féminins, on commence à en parler beaucoup, c'est très mode. Alors quand une jeune femme de 22 ans, on lui dit vous avez de l'endométriose, elles arrivent en consultation dans un état d'émotion. Parce que quand on lit dans la presse ce que ça veut dire, donc il y a un juste milieu à trouver. Un, faire le diagnostic, et deux, la prise en charge, et ça c'est très important. Alors l'urologue. Non, juste une remarque sur Urtère et sonde. Parce que la sonde, c'est un merveilleux ami pour repérer l'urtère quand on a du mal à la trouver, sauf que ça rigidifie l'urtère et en fait ça le rend plus fragile. Voilà. Mais le grand avantage quand même, c'est que pour vous les gynécologues, ce qu'il y a le plus difficile à accepter, c'est la fuite qui se révèle 2 ou 3 jours après avoir renvoyé le patient dans ses foyers. Et un des avantages de la sonde, c'est quand même de beaucoup mieux voir une brèche sur l'urtère qui n'est pas en soi difficile à réparer, mais à condition de l'avoir vue.
Tu as remarqué, je vais te répondre en tant que chirurgien, gynécologue, urologue et ayant l'amitié que j'ai pour les urologues, je crois que l'ensemble des chirurgiens de la communauté gynécologique a remarqué que la sonde permet de repérer l'urtère, et personne ne garde plus la sonde pour disséquer l'urtère, car je crois qu'on fait beaucoup plus de plaies urétérales lorsqu'il y a une sonde dedans. Par contre, et là je rejoins les conseils, je pense qu'en fin d'intervention, il faut avoir le geste facile d'injection si on a créé une fuite, notamment aussi bien par la vessie qu'en montant une sonde et mettre une gigi post-op pour quelques jours, c'est pas mal, ça évite un urinome passé inaperçu, je crois que c'est bien. Donc les gynécologues ont bien accepté cette notion purement urologique. Oui, juste une question d'ordre histologique à la patte. Est-ce que quand il y a de l'adénomiose et de l'endométriose, les lésions histologiquement sont les mêmes? Est-ce que c'est les mêmes cellules que vous retrouvez ou est-ce que c'est il y a des typologies différentes? Est-ce qu'il y a des dissociations qui semblent... les tableaux ne sont pas... Pourquoi est-ce qu'il y a... N'hésite pas. Mais globalement, c'est pas précis la même chose. Mais je pense que l'expression à terme, je pense que les récepteurs, à un moment donné, pour ceux qu'on pourrait faire, vont être différents dans certaines localisations, et peut-être en fonction de l'origine de l'adénomiose, si c'est dedans dehors ou dehors dedans, l'une se rapprochera peut-être un peu. Est-ce qu'il y a des recherches fondamentales là-dessus, justement sur les récepteurs, sur savoir pourquoi ça... Oui, on a des recherches qui sont en cours. Je ne peux pas répondre à votre question pour le moment sur le problème cellulaire. Par contre, quand vous regardez ce qu'on appelle, ce qu'Hervé a présenté comme l'adénomiose diffuse, finalement elle existe aussi bien que les femmes aient l'endométriose ou pas, et quel que soit le phénotype de l'endométriose, c'est-à-dire superficielle, profonde ou endométriose. Par contre, les endométrioses focalisées, quand elles sont au niveau externe du myomètre, sont significativement associées à l'endométriose profonde. Donc là, il faut effectivement qu'on voit si c'est les mêmes cellules qui ont pénétré de dehors en dedans, à la fois dans l'utérus et à la fois dans le rectum ou dans la vessie. Ça, on saura bientôt. Philippe, pour occuper la dernière question, puis après on conclut. Oui, c'est une toute petite question. Après le commentaire que Hervé a dit que c'était peut-être un petit peu fastidieux cette chirurgie, mais c'est une magnifique chirurgie réparatrice quand même. Donc, que ce soit dehors en dedans ou dedans en dehors, donc c'est très bon. Et puis c'est en plein dans le champ, donc la question c'est sur les diurétiques techniques et l'emploi soit du plasma jet par en dedans, soit de l'ultracision par en dehors. Mais pourquoi pas le plasma jet par la paroscopie? C'est ça que j'ai pas compris. Ah si, là dans le cas particulier des métrectomies, je n'utilisais pas. Dans le cas de la cystectomie, du kyste adénomiosique en cellio, là c'était le plasma qui avait été utilisé. On aurait pu utiliser l'ultracision. Je pense que ça a été le choix qui a été fait pour ce moment-là. On est aussi, enfin ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais on sait très bien qu'il y a une ergonomie propre à chaque chirurgien et qu'il est parfois difficile de dire que l'un est mieux que l'autre. Je pense qu'on va utiliser ce qu'on sait bien utiliser, si ça a été dit je crois tout à l'heure, et là dans le cas particulier, ça semblait plus utile et plus maniable dans le cas de la dissection d'utiliser le plasma. Mais voilà. Par contre, la prochaine génération du plasma qui va coaguler plus, je pense vraiment, aussi bien pour les myomes d'ailleurs que pour ce genre de pathologie, ça va nous faciliter parce qu'on aura une meilleure coagulation. Merci Hervé. Je dis juste un mot avant de donner la parole à mon illustre voisin de gauche qui va faire la conclusion officielle. Je voulais remercier Philippe Barre de son invitation, qui m'a beaucoup honoré, on l'a tous dit, on est toujours extrêmement flatté d'être ici. Vous avez la gentillesse également de prêter ces locaux au collège des gynécologues qui fait ses réunions ici, donc je voulais vous remercier en ce moment-là. Et puis dire que hier, plusieurs d'entre nous, 3 d'entre nous étions aux obsèques de mon maître Jacques Lansac et que j'ai vraiment préféré cet après-midi, je tiens à vous le dire avec beaucoup d'émotion. Donc merci encore et j'espère que cette session vous a convenu. On a fait de notre mieux en tout cas et j'espère vraiment que ça vous a intéressé. Je crois qu'on ne va pas aller dans des remerciements dans tous les sens. Tu as remercié l'Académie, moi je remercie tous les orateurs qui ont fait des topos absolument remarquables. Et de cette maladie qui est un peu mystérieuse dans la gynécologie, qui était très mystérieuse et qui je crois maintenant commence à mieux être identifiée, mieux cernée, et qu'il y a un vrai message à la fois de dire que c'est fréquent, rassurer les femmes et les prendre en charge dans des centres experts. Moi je vous remercie très sincèrement et j'en profite pour vous dire que j'espère que vous nous rejoindrez nombreux l'année prochaine puisque j'aurai la chance de présider cette académie. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.